la plupart des personnes qui nous agressent dans la rue sont issues de l'immigration. Mais maintenant, militer pour les toilettes non genrées ou l'écriture inclusive, franchement, c'est aussi ça que je reproche à la communauté LGBT, c'est qu'elle est tolérante qu'envers les personnes qui ont la même idée et idéologie qu'eux, en fait. Moi, le trans et non-binaire, pour moi, c'est pas possible. Et tu assumes aussi être une femme trans qui vote à droite. Oui. Et donc pour toi, il n'y a que 2 genres alors? Oui. On t'a appris à utiliser ton vagin. Et combien tu coûtes aujourd'hui? T'étais prête à entamer une transition, quitte à perdre ta mère? Mais moi, je me suis dit, je vais lui annoncer. Si elle réagit très mal, je saute du 4e. Elle m'a dit clairement qu'elle préférait que je sois violeur, pédophile ou assassin plutôt que la personne que j'étais. Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission préférée, Balance ton thème, l'émission où je reçois des personnes ordinaires aux histoires extraordinaires. Finalement, une émission et une émotion également où les gens viennent se confier, viennent se livrer et parfois viennent pleurer. Bref, tu peux déjà t'abonner à ma chaîne et liker le témoignage car j'en suis sûr qu'il va te plaire car aujourd'hui, je reçois une femme d'élégance, d'exception, qui s'appelle... J'ai tout résumé. J'ai tout résumé, tu peux y aller. Peyton. Peyton. Je me présente. Tu peux, vas-y, comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Peyton, je vais avoir 27 ans, je suis assistante dentaire en orthodontie et j'habite à Tours en région centre. Très bien, tu as réussi l'entretien d'embauche. Non, merci, mais si je suis prise, alors c'est ce qui m'importe. Bon, Peyton, comment ça va? Très bien, un peu stressée, mais ça... Qu'est-ce qui te fait le plus stresser, mes questions ou tes réponses? Ni l'une ni l'autre, en fait, c'est... Le cadre? Le cadre, vraiment, très... Très quoi? Très high level, là, Oui. vraiment. Peyton, est-ce que tu peux nous balancer ton thème? Je suis la preuve qu'on peut être une femme trans et ne pas se sentir appartenir à la communauté LGBT. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Peyton, comme on l'a compris, effectivement, dès l'intro, tu es une femme trans, et donc j'ai voulu te recevoir aujourd'hui pour parler en effet de transidentité, mais pas que. On va parler aussi de tes opinions politiques, voilà, qui peuvent être pour certains des opinions étonnantes. Mais avant d'en savoir un peu plus, j'ai envie de te confronter à des préjugés qu'on entend souvent en lien avec les femmes trans et aussi en lien avec la communauté. Pourquoi je veux te mettre face à ces préjugés dès maintenant? Parce que je pense que ça va teaser un petit peu et les gens vont mieux comprendre. Parce que là, tu as l'air très douce, très sage, mais en vrai, tu caches un fouet derrière ton dos. Et main de fer dans un camp de velours. C'est ça. Donc, Peyton, Oui. je vais te lister préjugé après préjugé, il y en a 5, et tu vas me répondre du tac au tac ce que tu en penses. Ça peut être soit vrai, soit faux, ça peut être nuancé, tu peux vraiment donner ton avis comme tu le sens. Une personne qui s'identifie comme une femme peut avoir un pénis. Vrai. Une femme trans a ou a eu une maladie mentale. Là, c'est partagé. Vas-y, ouais, dis-moi. Alors, parce que je pense que le terme maladie mentale, c'est un peu trop excessif, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose, même, je sais pas, de biologique, qui fait en fait qu'on a cette pathologie-là, ce dysfonctionnement, je pense, au niveau du cerveau ou autre, enfin, du fait qu'on a une dysphorie de genre, en fait. Je pense qu'il y a vraiment un problème au niveau du développement de l'embryon. Et donc du mental aussi. Exactement. Oui. Ok, mais pour toi, c'est pas une maladie mentale. Oui, voilà, maladie mentale, c'est vraiment... Donc tu n'es pas une malade mentale. Non, je pense pas. Peut-être pour mes amis, mais sinon c'est tout. Peut-être pour moi aussi. Également. Je rigole. Une femme trans appartient forcément à la communauté LGBT. Faux. Pourquoi faux? Là, j'ai envie de dire oui et non, au fait. Ouais. Enfin, oui, dans le sens où comme c'est une personne trans, elle sera toujours trans toute sa vie, et donc on l'englobera forcément dans cette communauté-là. Mais faux aussi dans le sens où elle n'est pas forcément obligée de se sentir appartenir à cette communauté. C'est-à-dire elle peut être elle-même, vivre sa vie comme elle l'entend, mais... Sans avoir le besoin de s'identifier à une communauté. Exactement, voilà. Ok. Oui. Une femme trans peut retrouver son corps d'homme si elle le souhaite. Oui et non, ça dépend en fait. Si par exemple, moi par exemple, j'ai fait la vaginoplastie. C'est quoi la vaginoplastie? Changement de sexe. Donc tu t'es mis un vagin?
Voilà, on te coupe tout en fait pour avoir un vagin. Ah, donc c'est une circoncision. Une sacrée circoncision profonde, mais oui. Donc toi, effectivement, tu peux pas retrouver ton corps d'homme si tu le souhaites. Exactement, voilà. Sachant qu'en plus, j'aurais plus de production de testostérone, mais par contre, une personne qui, on va dire, qui a fait toutes les opérations, sauf le bas, si un jour elle arrête ses hormones, elle se fait enlever ses seins ou autre, ben, ses hormones masculines vont reprendre le dessus. Et enfin voilà, il y aura toujours des stigmates en fait. On voit qu'il y aurait eu quelque chose auparavant, mais elle peut reprendre sa vie comme avant. Une femme trans ne pourra jamais comprendre ce que vit une femme cisgenre, règles, grossesse. Ça, oui, je pense que oui. À ce niveau-là, oui. Tu pourras jamais comprendre ce que vit une femme cisgenre? Par rapport à ça, oui. Je peux comprendre par exemple le harcèlement de rue, le beauty privilège, totalement. Mais par exemple, oui, les grossesses, les menstruations ou autres, je ne pourrais jamais l'expérimenter, donc pas les comprendre. Complètement. Oui. Parce qu'il y a des femmes cisgenres qui estiment qu'une femme trans ne peut pas se dire être une femme comme ces femmes cisgenres, parce que se dire ça en tant que femme trans, c'est effectivement nier le fait que les femmes cis souffrent de règles et de grossesse. Est-ce que tu penses qu'il y a une hiérarchie entre les femmes cisgenres et les femmes trans? Pas forcément une hiérarchie, mais je pense qu'il faut quand même faire le distinguo entre les deux. Enfin, voilà. Je pense qu'on est au même niveau dans le sens où on est des humains. Oui. Enfin voilà. Mais c'est juste que les femmes cis, elles peuvent enfanter, elles ont tout ce qui a trait à la femme cis. Ouais. Et nous, en fait, on reste, peu importe ce qu'on ait fait comme chirurgie, on restera toujours des trans, des femmes trans, parce qu'on est identifié en fait aux yeux de la société en tant que femme. Enfin, quand je marche dans la rue, il y a personne qui va. Il y a des personnes qui vont voir que je suis trans parce qu'il y aura toujours des gens, mais aux yeux de la loi, de l'état civil, je suis une femme, mes papiers sont changés, donc c'est comme ça que je m'identifie. Très bien. Voilà. Mais je dirais toujours que je suis trans aussi. Eh ben écoute Peyton, moi j'ai hâte donc, que tu nous racontes tout ce chemin que tu as parcouru justement pour arriver à ce que tu es. J'ai eu un gros pardon. À ce que tu es arrivé aujourd'hui. Oui. Et en fait, Peyton, moi j'ai directement envie de te montrer une photo. Ok. On peut la voir. Alors Peyton, c'est qui ce petit garçon? Alors c'est moi, je pense que je devais avoir 2 ans. Ouais. 2 ans, et je pense que c'était peut-être peu de temps avant que je commence à me poser des questions, à me dire qu'il y avait un truc qui clochait chez moi. Et comment il se sentait ce petit garçon à 2 ans? Franchement, j'étais un enfant un peu... j'ai toujours été heureux dans ma vie, enfin voilà, je faisais les choses inconsciemment, mais je pense que c'est l'entourage qui me faisait comprendre qu'il y avait quelque chose qui clochait, en fait. Et tu m'as dit en effet que c'est dès l'âge de 3 ans Oui. où tu t'es posé des questions. Oui. Comment à 3 ans on se pose des questions? Justement, en fait, quand on voit que... Enfin, je voyais que physiquement, j'étais un petit garçon, comme les autres petits garçons de ma classe, mais que par contre, au niveau des centres d'intérêt, de mes amitiés ou autres, j'étais plus proche des filles que des garçons. Voilà. Donc, il y avait vraiment... Je sais que je suis un garçon physiquement parce que je vois que je ressemble à mes camarades de classe, mais par contre, mentalement, c'était totalement autre chose. Et là, c'est là que je me rendais compte qu'il y avait des choses bizarres. Parce qu'il n'y avait pas d'autres petits garçons, enfin en tout cas dans ma classe, qui avaient ce genre de comportement. Et donc à 3 ans, ou à 3-5 ans, on peut déjà avoir ce genre de réflexion? En tout cas, je sais que moi, je l'ai eu et je ne suis pas la seule. Par exemple, le cas de mes copines, c'était la même chose. Après, je pense qu'il y a des personnes qui s'en rendent compte un peu plus tard. Oui. Mais moi, en tout cas, c'était vers cet âge-là. Et donc, comment tu vis? Alors, parce que là, donc, dès l'âge de 3 ans, tu te poses tes questions, mais la transition vient bien plus tard. Oui. Comment tu vis ces premières années, donc l'adolescence, où forcément, là, les corps changent également, où tu intègres le lycée, on connaît les mentalités aussi de certains lycéens ou lycéennes. Comment, toi, tu vis toute cette période de ta jeunesse en étant dans le mauvais corps? Alors, en fait, comme depuis la maternelle, la primaire, en fait, j'ai toujours eu de toute façon des réflexions, surtout de la part des garçons, justement, dans le sens où moi, j'essayais, on va dire, de m'intégrer à eux en me disant, comme je suis censée être un garçon, je vais essayer de m'intégrer à jouer au foot, jouer au billes, ce genre de choses. Et sauf qu'on me faisait toujours
la remarque et me sentir que j'étais pas à ma place dans le sens où j'étais trop efféminée, je faisais trop comme une fille, j'avais trop des gestuels de fille. Et alors que les filles, en fait, j'ai toujours été acceptée, j'avais jamais aucun souci. Et pour moi, il n'y a jamais eu d'ambiguïté avec elles. Par exemple, je savais très bien dès le début que j'avais jamais eu d'attirance pour elles, enfin d'attirance amoureuse. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça qui me faisait peur parce que je me disais, logiquement, un garçon, c'est censé aimer une fille, mais je sais que j'aime pas les filles. T'aimais les garçons? Ah oui, je savais très tôt. Je me suis dit, on verra ça plus tard, faut oublier. Enfin, voilà. Donc pour l'instant, en fait, j'essaie de me construire un peu comme ça. Mais c'est dur. Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi? C'est de sentir que tu étais un garçon différent ou de sentir que tu ne savais pas pourquoi tu étais un garçon différent? Les deux. De savoir en fait que j'avais une différence. Parce que déjà, en fait, quand on est différent de la masse et que la masse s'en rend compte, elle peut vite te mettre de côté. Et en plus, quand tu ne sais pas pourquoi, tu peux même pas te dire, en fait, je peux essayer de changer cette chose-là pour plus ressembler à la masse ou m'intégrer. Donc, c'est un peu la double peine. Et jusqu'au jour où tu tombes sur une vidéo YouTube, voilà, et là, tu comprends que ta différence, c'est cette transidentité. Voilà. Alors, en fait, je suivais c'était surtout des youtubeuses américaines qui, à l'époque, j'avais 12-13 ans. Et je voyais leur évolution parce que c'était surtout des vlogs, donc elles montraient, en fait, leur vie de tous les jours. Et au début, donc, je savais que c'était de base des garçons, mais je voyais qu'ils assumaient leur féminité et qu'au fur et à mesure, en fait... en fait, elles étaient androgynes, elles se maquillaient. Et vraiment, je disais, mais c'est exactement... moi, ce qui m'attire. Et elle racontait aussi, pareil, peut-être le harcèlement qu'elles avaient dans leur établissement, les choses qu'elles vivaient au quotidien. Par exemple, le fait que elles ont toujours été attirées par les choses dites féminines, jouer à la poupée ou autre, et que pour elles, ça a toujours été naturel. Et qu'en fait, au fur et à mesure, en les suivant, au début, je ne savais pas que c'était des femmes trans, je vois en fait qu'elles commence un changement physique et par la suite, j'ai su que c'était une transition. Et c'est là que j'ai su en fait que j'étais exactement comme ces personnes-là. Donc d'un côté, ça m'a rassurée de me dire j'ai pu mettre un mot sur ma différence et savoir en fait ce qu'il en était. Mais d'un autre côté, ça m'ouvrait un autre problème, me dire en fait, c'est très compliqué parce que comment je vais faire, comment je vais l'annoncer à mon entourage. Et également l'image des personnes trans qu'on avait en fait... à la télé ou sur les réseaux autres, c'était vraiment l'escorte ou la fille du monde de la nuit. Et moi, j'avais pas envie de ce monde-là. Je voulais vraiment avoir une vie lambda. Oui, une vie lambda, mais que tu n'aurais pas pu vivre si tu n'avais pas fait cette transition, peut-être. Exactement. Enfin, j'aurais eu une vie lambda d'homme, on va dire. Oui. Mais d'homme vraiment très mal dans sa peau, qui était très efféminé. Enfin, je sais que je me serais suicidée, ça c'est sûr. Et tu dis ça en souriant? Oui, parce qu'en fait, je me rends compte que j'étais vraiment tellement à deux doigts de ça que je me disais, ce qui m'a fait tenir pendant tout ce temps, c'est de me dire, je ne peux pas mourir dans ce corps-là. Je ne peux pas, en fait, laisser ce monde sans que les gens m'aient vraiment vu pour qui... Comme toi, tu te vois, en fait. Comme moi, je me vois, en fait. Et comme, dans tous les cas, on m'a toujours critiquée, parce que j'étais trop efféminée, ce genre de choses, je me suis dit, mais quitte à me faire critiquer, pour une personne en plus que je ne suis pas, autant que je me fasse critiquer pour la personne que je suis. Oui, complètement. Mais tout simplement. Ouais, non, mais comme tu as dit très justement, toi, quand tu as 12-13 ans et que tu comprends, effectivement, grâce à ces youtubeuses, que tu veux, toi aussi, entamer une transition, tu parles de cette peur aussi, parce qu'il y a forcément un moment où tu vas être confronté au regard des gens, au regard de tes proches. Oui. Comment tu l'as annoncé à tes parents que tu voulais entamer cette transition? Alors, ce que j'ai fait, c'est que il y a une période où j'ai vécu avec mon grand-père et ma mère était avec mon beau-père à Mayotte. Et donc là, je savais que je voulais faire une transition ou autre, mais je l'avais dit à personne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu quand on est venu s'installer en métropole, donc on habitait dans le sud. C'était ma dernière année de lycée. Je me suis dit, déjà, je vais dire à tout le monde, à mon lycée, que j'aime les garçons, pour voir comment ça se passe, mais sans forcément le dire à ma mère. À mon lycée, ça s'est super bien passé. Enfin, il n'y avait aucun souci. Donc déjà, je me suis dit, bon, je peux dire à ma mère déjà que j'aime les hommes. Et vraiment, ça s'est fait
je crois que c'était le 21 décembre, je ne sais plus quelle année, mais c'était un 21 décembre. On a été chercher le pain comme ça et je dis maman, il faut que je te dise quelque chose. C'est difficile à dire, mais en fait, j'aime les garçons. Et en fait, elle m'a dit oui, et bon, elle s'en foutait clairement. Ok. Moi, je me suis dit fou. Mais ça, c'était juste la partie visible de l'iceberg. Et donc, pendant une semaine, j'étais pas trop bien. Elle voyait que j'étais pas trop bien. Ouais. Et je lui ai dit, en fait, je t'ai pas tout dit, c'est que j'aime les garçons, mais je ne suis pas un garçon. Et là, c'était plus compliqué parce que du coup, là, vraiment, il y a eu un point de rupture. Il faut savoir qu'avec ma mère, on n'a que 17 ans d'écart, donc on a toujours été ultra proches et ultra fusionnels. Et là, en fait, ça a vraiment tout détruit. Mais pourquoi? Comment? Elle t'a dit quoi quand tu lui as dit que tu n'étais pas un garçon? En gros, alors au début, elle m'a dit, il n'y a pas de ça chez moi. Elle m'a dit, tu feras ce que tu... Je te mettrai pas à la porte, mais il n'y a pas ça chez moi. Donc tu feras ce que tu voudras quand tu t'assumeras seule financièrement, mais enfin voilà. Donc c'était très dur, mais j'ai accepté parce que je me suis dit, après tout, je vis sous son toit. Et il y a des personnes qui vivent pire, on les fout directement à la porte. Donc, on va dire que j'avais de la chance de ce côté-là. Ah ouais? Bah, de me dire... Mais c'est quand même violent ce que te dit ta mère. Je sais, mais je m'étais déjà préparée mentalement à être virée. D'accord. Et après, pendant plusieurs jours, elle me parlait quasiment plus, me regardait plus. Donc là, j'ai crevé l'abcès. Je lui ai dit, par contre, je vois qu'il y a quelque chose. Je sais que c'est très difficile, mais parle-moi. Enfin, on a besoin de discuter. Et là, vraiment, elle a craqué. Et elle m'a dit clairement qu'elle préférait que je sois violeur, pédophile ou assassin plutôt que la personne que j'étais. Et donc là, vraiment, ça m'a détruite. Et depuis ce moment-là, c'est vrai que les choses n'ont plus Mais été tu lui as comme avant. répondu quand elle t'a dit ça? En fait, j'étais tellement sur le cul, en fait, que j'ai juste pleuré dans ma Ça te chambre. fait de la peine encore aujourd'hui? Ça reste, on n'oublie pas. Ouais. C'est ma maman, je lui pardonne, on va dire, même si c'est très dur. Et même si à l'heure actuelle, on n'a plus de contact. Mais voilà, on va dire que c'est passé, mais c'est resté dans un coin de ma tête. J'attends de renouer le contact avec elle et qu'on puisse se retrouver pour en reparler. Et Mais ça veut dire que tu étais prête à entamer une transition, quitte à perdre ta mère. mais en fait, dans tous les cas, en fait, je savais que soit au mieux, tout allait bien se passer et je ferais ma transition et j'aurais ma famille, soit au pire, j'aurais pas ma famille, mais dans tous les cas, j'aurais fait ma transition. Parce que si j'aurais pas fait ma transition, à l'époque, on vivait dans un immeuble au 4e étage, je savais que... Moi, je me suis dit, je vais lui annoncer, si elle réagit très mal, je saute du 4e. C'est la réflexion que je m'étais faite. Mais pour se dire ça, on est dans une vraie détresse psychologique. Oui. Et pour toi, c'est pas être malade mentalement. Là, maintenant, tu m'as pris un peu au dépourvu, mais c'est vrai qu'à l'époque, vraiment, je lui avais même demandé si on pouvait voir des psychologues ou psychiatres, Oui. même ensemble, même de façon à ce qu'elle, elle puisse mieux vivre Bien ça. sûr. Et, voilà, et elle n'a jamais voulu qu'on y aille ensemble. Donc moi, j'ai fait mes démarches de transition toute seule, et donc j'ai vu des psychiatres et autres, mais de mon côté. Mais Et donc, tu as fait une transition, enfin, tu as entamé une transition sans Oui. l'aide de personne et sans même le soutien de tes proches. voilà. Et comment se passe une transition? Quelles ont été pour toi les premières étapes? Alors, ce que j'ai fait en tout premier lieu, c'est que j'ai été dans un centre LGBT. Enfin, ça, c'était quand j'avais emménagé sur Tours. Du coup, 1 an après avoir été dans le sud, j'étais dans un centre LGBT pour savoir, en gros, rencontrer les personnes qui avaient fait leur transition, parler un peu avec elles et savoir ce qu'elles avaient fait. Donc, du coup, elles m'ont dit qu'il fallait se renseigner auprès d'un psychiatre, un endocrinologue. Donc, du coup, j'ai fait mes démarches. J'ai appelé tous les psychiatres comme ça. Je leur dis, voilà, je suis une personne trans, je voudrais entamer les... Pardon, j'ai eu un mot aussi. Pardon. Je suis une personne trans, je voudrais entamer les démarches. Et est-ce que vous pouvez me suivre? Enfin voilà. Il y a eu énormément de refus. Parce que moi, il faut savoir que j'ai fait un parcours privé. Parce qu'il y a le parcours officiel et le parcours privé. Parcours officiel, c'est vraiment quand tu as des centres en France, à l'hôpital, où tu as une union tripartite avec les chirurgiens, endocrinologues et psychiatres. D'accord. Et parcours privé, où c'est toi, en gros, tu choisis ton psychiatre, ton endocrinologue et ton chirurgien. Ok, c'est plus rapide? Le En parcours général, privé? oui, c'est plus rapide. Mais Ok. je ne sais même pas à la base que c'est plus rapide. J'ai juste Ok. pris la personne qui me prenait. Et donc j'ai vu un psychiatre. Il m'a vu
comme moi, je commençais à vivre... Enfin, je venais d'être mise à la porte à l'âge de 20 ans par ma mère. Donc, du coup, je me suis dit, je peux commencer les démarches. Donc, j'étais déjà androgyne, habillée androgyne. Je commençais à me maquiller ou autre. J'avais les cheveux longs. Et directement, le psychiatre, il m'a vue. Et il pensait déjà que j'étais une fille. Bon, une fille pas forcément très jolie, pas comme maintenant. Mais, Pour toi, tu avais commencé une transition sociale, oui, déjà. Voilà. Sauf que je savais à quoi je ressemblais. Je savais que c'était pas parfait et je m'appelais en fait encore par mon dead name. D'accord. Où je me genrais aussi au masculin parce que je savais que aux yeux de la société, je ne passais pas en tant que fille et donc je me voyais pas aller dans les toilettes des filles ou demander à ce qu'on me genre au féminin alors que je savais à quoi je ressemblais. D'accord. Et donc ce psychiatre, Mon psychiatre, alors il m'a il te dit quoi? Directement, il m'a vu, il me fait vraiment là Enfin, j'en ai vu des personnes trans et habituellement, je les vois au moins pendant 10 séances ou autre. Là, il fait vraiment... bon, je ne peux pas vous faire le papier tout de suite parce que... pour vous dire que je vous ai vu plusieurs fois. Oui. Donc, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour faire votre deuxième séance et je vous fais votre papier. Ah ouais. Donc, Mais c'est quand même rapide. Oui, oui. Parce qu'on sait que, en tout cas, aujourd'hui, Oui. il est important que le psychiatre consulte plusieurs fois le patient ou la patiente avant de déclarer qu'il a une dysphorie. Exactement. Sauf qu'après, ce psychiatre-là, ce papier-là a pu me donner accès à prendre rendez-vous avec un endocrinologue et commencer les hormones. Mais il faut savoir que pendant tout mon parcours de transition, après, j'ai été suivie par un psychiatre, justement. D'accord. Pour voir les évolutions déjà physiques, comment je les vivais. Enfin voilà, parce que c'est quand même une deuxième puberté qu'on subit. Complètement. Donc voilà, après quand il y a un parcours chirurgical, il faut aussi pouvoir l'accepter mentalement. Par exemple, quand on fait son visage, c'est comme si on... Je dis pas c'est un visage totalement différent parce que pour moi, je me reconnais que... Oui, je te reconnais aussi. Voilà. Ouais. Je sais pas trop comment le prendre quand on me dit... Non, mais t'as pas tout changé, t'as pas tout redessiné. Enfin, en soi, j'ai refait tout mon visage. Oui, mais moi, je trouve quand même qu'on repère encore... Parce que moi, j'ai vu des photos. Oui, oui. Tu vois, je suis pas choqué. Tu vois. Après, c'est ce que j'ai demandé au chirurgien, c'est que j'ai demandé faites-moi le visage que j'aurais dû avoir si j'étais une femme biologique. Ok. Voilà, c'est ce que j'ai demandé. Et donc tu fais toi pendant combien de temps combien de temps t'as duré cette transition? Au bout de combien de temps, d'années, tu t'es dit là c'est bon, ma transition est terminée? J'ai commencé les hormones, je crois que c'était en juin 2018. Ma première opération, j'ai fait mes fesses en Tunisie, c'était en début 2020. Et l'année 2020, j'ai fait mon nez. Non, j'ai fait tout mon visage, mes seins, fin 2020. Et début 2021, j'avais fait ma vaginoplastie. Donc c'était hyper rapide. Oui. Et combien tu coûtes aujourd'hui? Là, il y en a pour 120 000 euros. 120 000 euros. Et tout est fait? Oui, de la tête aux pieds. Donc même les pieds, du coup? Non, pas encore. Mais si j'avais l'argent, je me rétrécisserais ah ouais? la taille des pieds. Oui. Et donc, toi, Payton, ça a été comment, cette nouvelle vie? Comment tu as appréhendé ce nouveau corps? Est-ce que pour toi, c'était pas un nouveau corps, c'était ton corps depuis le début? En fait, au début, j'avais l'appréhension de me dire... Parce que j'avais déjà entendu qu'il y avait des personnes qui arrêtaient ou qui revenaient en arrière. Et je me suis dit, j'espère ne pas être ce genre de personne. Enfin, pas me dire, je me suis trompée. C'est juste par rapport à ça. Et en fait, plus j'avançais dans mon parcours, plus je me disais, mais en fait, même s'il y avait encore plus la fracture avec ma famille, je me disais, mais c'est vraiment qui je suis et c'est vraiment ce que je suis. Donc, tu n'as jamais douté, en fait? Non. Et vraiment, quand je me suis fait opérer de la vaginoplastie, je me suis dit, là, c'est vraiment l'étape, on va dire, finale pour moi. Et en fait, moi, la seule crainte que j'avais, c'était juste de ne pas me réveiller ou... voilà, c'était pas me dire comment je vais faire parce que c'est un organe totalement différent. Oui. Et en fait, quand je me suis réveillée, c'était comme si je me réveillais d'une sieste. C'est pas étonnant de passer d'un pénis à un vagin? Au début, en fait, c'est juste, faut réapprendre, on va dire, à faire pipi. Enfin, moi, je faisais toujours pipi assis, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pareil. Enfin, pas la même sensation. Enfin, voilà. Donc, par exemple, on peut avoir
Bon, c'est un peu cru, mais des fois, on peut avoir des pertes blanches. Donc, ça, je peux me lier un peu aux femmes biologiques. Bah, du coup, tu te dis, bon, il faut que je mette une serviette. C'est juste tout ça qu'il faudrait apprendre. Mais donc, on t'a appris à utiliser ton vagin? Bah, les chirurgiens te disent, enfin voilà, ils t'expliquent pour la cicatrisation ou même pour les dilatations, parce que les premiers mois, en fait, tu dois t'insérer des dilatateurs pour que ça cicatrise, comme quand on se perce les oreilles. Enfin, si on met pas de boucle d'oreille, ça se referme. Donc, le temps que ça cicatrise, il faut avoir quelque chose. Et donc, ça, c'était les premiers mois. Enfin, t'as pas de vie. Hein. Tu fais ça à longueur de journée. Mais sinon, maintenant, c'est quasiment pareil que le vagin d'une femme biologique. Par exemple, j'ai été chez la gynécologue la première fois pour me faire suivre et elle ne savait pas que j'étais trans. Et elle regarde et elle me fait « Je comprends pas, je trouve pas le col de l'utérus. » Et je lui dis bah, « Oui, enfin, je vous dis, bah, du coup, je suis une femme trans. » Et elle me dit « Purée, franchement, pourtant, j'ai vu des femmes trans et tout. Et là, c'est vachement bien fait et tout. » Et elle m'a dit « Même l'intérieur, c'est vraiment comme un vagin. » Et quelle a été en revanche la réaction de ta mère quand elle rencontre pour la première fois sa fille? Alors, je crois que c'était une semaine après que je me sois faite opérer de la vaginoplastie. J'ai décidé d'aller la voir parce qu'en soi, on habite à 15 minutes de route l'une de l'autre. Donc, j'ai décidé d'y aller pour la voir. Après, je crois que ça faisait 3-4 ans qu'on ne s'était pas revus. Quelle fut ma surprise quand elle m'a vue et qu'elle m'a vite dégagée de chez elle, qu'elle m'a fait un scandale et tout dans tout le quartier, à me dire qu'elle voulait pas me voir, qu'elle avait beaucoup souffert. Et ça, je le comprendrai toujours, qu'un parent peut souffrir en fait de la transition de son enfant, enfin du fait d'accepter. Mais là, elle te rejette. Oui, elle peut souffrir, mais t'accepter. Voilà, là c'était les deux. Du coup, c'était trop tôt pour elle, elle ne l'acceptait pas. Et comme surtout qu'en plus, c'était vraiment... la dernière fois qu'elle m'a vue, c'était en garçon. Bon, très efféminé, mais en garçon. Et là, elle me revoit refaite de la tête aux pieds en femme. Donc, je pense que c'est aussi un choc en plus. Que tu comprends? Que je comprends aussi. Mais en même temps, elle n'a pas voulu me voir pendant tout ce processus-là également. Donc, bon... Voilà, donc elle m'a vite virée de chez elle. Donc, elle te manque aujourd'hui? Elle me manque. Elle me manque. Il faut savoir qu'avant, c'était vraiment ma corde sensible, mon talon d'Achille. Je ne pouvais pas parler de ma mère. Mais ça se voit, t'es un peu émue, Voilà. Là, je suis émue, mais je peux me retenir de pleurer. Vraiment, avant, c'était vraiment... je ne pouvais pas parler d'elle, c'était très compliqué. Tu lui en veux? Pendant longtemps, je lui en ai voulu. Vraiment, j'avais vraiment la rage. Enfin, vraiment... Des fois, je rêvais d'elle. Je pleurais la nuit pendant que je dormais parce que je rêvais qu'on se retrouvait. Enfin, voilà. Et ce que je lui en veux... Oui, ce que tu lui en veux. Ce que je lui en veux, c'est le fait de ne pas avoir été là pendant tout ce temps, voir mon évolution, mais en même temps, la voir aussi, parce que je sais qu'elle a eu aussi des problèmes dans sa vie, donc pouvoir l'accompagner également. Un enfant pour sa fille, pas pour sa mère, pardon. Et c'est surtout ça, en fait. Et surtout, moi, j'ai vécu des choses qui n'ont rien à voir avec ma transition, mais des moments très difficiles dans ma vie. Elle le sait, ça, tu lui as dit? T'as essayé de lui dire? Je lui ai dit, mais je pense que sous le coup de l'énervement, elle n'a même pas calculé que c'était des trucs vraiment très graves. Ok. Et je pense que ça lui est passé au-dessus. Mais du coup... T'aimerais lui dire quoi, là, à ta mère? Bah, que ça reste ma maman, que malgré tous les différends qu'on a pu avoir et qu'on a, je l'aimerai toujours, que je souhaite reprendre contact avec elle, et elle le sait, que dans tous les cas, même si elle ne se sent pas prête, ben moi, mon cœur, il est toujours ouvert pour elle. Et que je lui souhaite aussi le bonheur dans sa vie. Voilà. Donc t'es pas rancunière, finalement? Pourtant, je suis une personne qui est ultra rancunière dans ma vie. Mais là, c'est ta mère. Et là, c'est ma mère. Mais vraiment, je sais juste que si un jour, parce que mon grand-père, c'est la personne la plus importante de ma vie avec ma mère, et c'est son papa. Je sais qu'il est malade en ce moment, et je sais que si un jour il décède,
j'ai peur de savoir comment ça va se passer, l'enterrement, si je pourrais assister, si elle sera là, enfin, comment ça va se passer. Et j'ai peur, en fait, qu'elle me refuse ça. Oui, c'est très... Parce que ma mère, elle peut être très excessive, tout comme moi, j'ai cette partie-là aussi d'elle. Et donc, c'est maintenant aussi où tu dois d'autant plus essayer de renouer le lien. Voilà. Bah, surtout qu'il y a une époque, enfin, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'étais en couple et que cette personne-là me parlait, enfin, voilà, de fonder un futur, enfin, se marier et tout. Et que je ne pouvais pas lui présenter ma maman et voulais aussi la rencontrer. Et moi, justement, mon mariage, je m'imagine toujours où il y aura mon grand-père et ma mère. Donc j'espère qu'un jour, ça pourra se faire. J'espère qu'elle verra cette vidéo, peut-être. Et qu'elle sera touchée par tes paroles. Je l'espère, en tout cas. En tout cas, Peyton, en effet, factuellement, après cette transition, tu deviens une femme trans. Et donc, tu intègres une communauté. Oui. La fameuse communauté LGBT, parce que dans le mot LGBT, il y a le T, qui veut dire transgenre. Oui. Toi, déjà, qu'est-ce que tu penses du fait que dans LGBT, il y ait le T, alors que LG, c'est lesbien, gay, bi, et qu'est-ce que vient faire, du coup, la transidentité? Vu que ce n'est pas une orientation sexuelle, la transidentité. Mais c'est justement ce que je n'ai jamais compris, avant même de savoir que j'étais une personne trans. Je ne comprenais pas, en fait, pourquoi il y avait le T, en fait, tout simplement. Et est-ce que même quand tu commençais la transition, quand tu l'as terminée, est-ce que toi, tu as commencé à intégrer cette communauté? Est-ce que tu fréquentais des gens de la communauté? Est-ce que tu te sentais à l'aise dans cette communauté? Alors, au début, en fait, justement, quand je me suis cherchée, que j'ai voulu commencer mon parcours, donc j'étais dans les centres LGBT. Et donc, j'ai rencontré, franchement, des personnes qui étaient très aidantes, adorables, enfin voilà. Mais c'était des personnes qui avaient, on va dire, la tête sur les épaules. Mais non, mais quand je dis ça, c'est par rapport au fait que je trouve que c'est des personnes qui, pareil, au début de leur transition, elles savaient qu'elles n'avaient pas un passing de fou ou que... Passing, c'est quoi, juste pour expliquer? Passing, c'est par exemple la capacité à, on va dire, passer dans la rue. C'est-à-dire que quand tu marches dans la rue, les gens ne vont pas forcément soupçonner que tu es une femme trans. Ah, d'accord, ok. Ils vont croire que tu es une femme biologique. Enfin, voilà. Ok. Tu vas bien passer aux yeux de la société. Ok. Donc, voilà. Et donc, ces personnes-là, enfin, en tout cas, celles que j'ai rencontrées, avaient la conscience que, en gros, si tu ne ressembles pas forcément à une femme alors que tu es une femme trans, pour l'instant, c'est un peu compliqué de demander aux gens de t'appeler elle. Ah, d'accord. En fait, au début, les gens que tu rencontrais, contrairement à ceux que tu as pu rencontrer après, au début, ils étaient plutôt ouverts, ils étaient plutôt dans l'éducation que dans l'attaque. Parce que toi, ce que tu reproches à la communauté d'aujourd'hui, du moins dans ce qu'on voit, c'est ce côté quoi, un peu plus extrême, un peu plus, on va imposer qui on est, on va imposer nos idées. Voilà, c'est ça. Et également, en fait, le fait que, par exemple, une personne qui a un look extravagant, excentrique, d'une manière générale, que ce soit LGBT ou autre, on sait très bien que quand tu es en dehors de la norme, ça va être plus compliqué pour toi, par exemple, pour avoir un emploi ou ce genre de choses. Parce que la société est faite comme ça. Les personnes LGBT, souvent, elles vont mettre ça sur le coup de « c'est parce que je suis gay, parce que je suis trans, machin ». Non, c'est juste parce que des fois, tu peux avoir un look excentrique ou hors norme qui fait que, en fait, les gens, pour leur emploi, ou enfin voilà, ils ne ça ne passe pas. Voilà, ça ne passe pas, en fait. Parce que, par exemple, moi, quand je cherchais du travail, j'ai jamais mis la faute sur le fait d'être trans. Ou, j'ai compris. Voilà. Mais parce que je savais que aussi, j'avais un look, on va dire, dit... qui passait mieux. Normal. Voilà, en fait. Enfin, normal, genre pas marginal. Voilà, j'ai pas les cheveux multicolores, une tonne de piercing, enfin voilà. D'accord, mais toi, tu veux dire qu'une certaine partie de la communauté se victimise en utilisant leurs différences pour dire que c'est à cause d'elles qui sont pas pris au travail, qui sont... Voilà, alors que dans tous les cas, en fait, ça semble tellement logique que quand tu sors de la masse, que la masse, forcément, elle a tendance à te rejeter. Je sais que c'est injuste ou autre, mais la vie est comme ça, la vie est injuste. Enfin, mais c'est triste d'avoir cette conclusion-là. Oui, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je me suis toujours dit, on peut être qui on souhaite dans la vie. Tu peux te teindre les cheveux en bleu, faire ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Mais il faut aussi accepter le fait qu'il puisse y avoir des répercussions ou que ça puisse te fermer des portes.
Oui. Et Tout comme moi, en étant trans, Oui. je sais que ça peut me fermer des portes. Par exemple, je sais très bien que j'aurais été une femme biologique à l'heure actuelle. Ça ferait longtemps que je serais en couple. Ça se trouve, j'aurais même un enfant et je serais même mariée. Mais le fait d'être trans, je sais qu'il y a peu d'hommes qui peuvent assumer ça. Tu l'acceptes. Et je l'accepte. Malgré moi, je sais, je l'accepte. Peyton, j'ai envie de te faire réagir à une vidéo. Oui. Est-ce que tu veux la voir? Je suis une drag queen, je suis une personne trans non-binaire, j'ai une fille et je fais Drag Race France. Rien n'empêche que, officiellement, je suis pas parrain de ma fille, ou on peut dire maintenant aujourd'hui la mamarraine. Les gens ne comprennent pas tout de suite parce qu'ils disent mais comment ça peut exister en fait ce genre de configuration? Je veux que ma fille elle soit fière de moi quand elle me regarde à la télé, pour aussi dire aux autres, ben regardez en fait, c'est ma maman 3 qui est à la télévision. Alors Peyton, qu'est-ce que tu penses de cette personne? Alors, il faut que... Déjà, j'assimile toutes les cases, là. Drag queen, trans, Non-binaire, non-binaire. maman. Qu'est-ce que... pourquoi ça te laisse sans voix comme ça? Qu'est-ce que tu ne comprends pas ou qu'est-ce qui t'agace? Alors, en soi, une personne trans, donc moi, par exemple, si demain je fais du drag, donc je suis une femme trans qui fait du drag. Mais déjà juste, moi, le trans et non-binaire, pour moi, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, en fait, les personnes non-binaires se disent appartenir ni au genre masculin, ni au genre féminin. Ou alors, des fois, un coup, ils sont masculins, un coup, ils sont féminins. Mais alors, dans ce cas-là, comment tu peux être trans si tu reconnais aucun des deux genres? C'est-à-dire parce que une transition, tu passes d'un genre à un autre. Oui. Tu passes de homme à femme ou de femme à homme. Et donc là, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi tout simplement ne pas dire que tu es une femme trans, mais androgyne? Les personnes androgynes, elles peuvent très bien un coup être plus féminine ou un coup être plus masculine. Et il n'y a aucun souci. Mais donc pour toi, il n'y a que deux genres alors? Oui. Oui, il y a deux genres. Après, par exemple... Comme au niveau des hommes, il y a plusieurs styles de masculinité. Il y a des hommes qui vont être un peu plus du côté, enfin on va dire un peu efféminé. Oui, mais ils se sentent hommes. Mais ils se sentent hommes. Okay. Des hommes qui vont avoir tendance peut-être à se maquiller ou être un peu plus métrosexuels. Oui. Après, à contrario, des hommes vraiment ultra virils, bodybuildés, poilus, enfin voilà. Oui. Mais dans tous les cas, ça reste des hommes. Tout comme les femmes, il peut y avoir des femmes très féminines, apprêtées dans leur féminité. Et des femmes d'autres qui peuvent être plus masculines. Voilà, en fait. Et dans tous les cas, ça reste des femmes. Donc, c'est pour ça que... Mais qu'est-ce qui t'énerve? Enfin, qu'est-ce qui t'énerve? comprends. Est-ce que c'est à cause ce genre de personnes et ce genre de personnes qui s'identifient comme trans, non-binaires, on parlait aussi des xénogenres, des agenres, est-ce que ce sont à cause de ces gens que toi, tu n'arrives pas à t'associer à cette communauté aujourd'hui? Exactement. Parce que, en fait, c'est pareil, c'est tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on veut... on veut se faire accepter, être accepté aux yeux de la société ou autre, et ne pas être dans des cases, mais on fait tout le temps des cases. Franchement, mais chaque jour, il y a un nouveau genre, une nouvelle bande au drapeau LGBT, un nouveau drapeau. Enfin, c'est ça que je comprends pas. En fait, avant, les gens, ils se posaient même pas la question. En fait, ils savaient qu'ils étaient des hommes ou des femmes. Après, s'ils avaient envie de se maquiller, de se travestir, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Au niveau de leur orientation sexuelle ou autre, ils faisaient aussi ce qu'ils voulaient. Et en fait, c'était OK, en fait. Il n'y a personne qui se posait la question. Tu fais ce que tu veux dans ta sphère privée ou autre. Est-ce que tu ne penses pas que, comme toi, en tant que femme trans, ils ont besoin d'une communauté ou, tu vois, de gens qui se sentent comme eux pour, déjà, eux, se sentir moins seuls, pour eux, tu vois, se faire du bien? Parce que toi, peut-être que si, dans ton cas, tu n'avais pas au début de ta transition côtoyé des hommes ou des femmes trans, tu n'aurais pas bien vécu cette transition. Pourquoi eux n'auraient pas le droit également d'avoir leur communauté ou leur identification? Oui, mais dans tous les cas, en fait, je sais pas, tu as des forums, enfin, justement, les centres LGBT, tu peux rencontrer des personnes comme ça, donc tu peux t'informer, et donc, du coup, je sais pas, soit faire une transition si si t'en ressens le besoin ou autre, mais de là, en fait, à, je sais pas, faire... tout le temps militer, tout le temps demander des nouveaux droits ou des nouvelles choses. Enfin, je trouve que des fois, avant, je veux bien qu'on ait pu, par exemple, militer pour le mariage pour tous, je sais pas, pour avoir la LD ou autre, les prises en charge, ok. Mais maintenant, militer pour les toilettes non genrées ou l'écriture inclusive, franchement,
Enfin, et puis même, le problème, c'est que je trouve que c'est contre-productif parce que maintenant, les gens, ils sont matrixés. Par exemple, moi, je me dis, je me suis pas fait autant chier à faire une transition, à devenir, franchement, une femme pas trop mal, on va se le dire, pour que, au final, des personnes me disent « Ah, mais du coup, t'es trans, mais du coup, quoi, c'est il, c'est elle, c'est yel, tu t'identifies comment ?» Moi, je me suis dit « Mais c'est une blague, en fait. » Attends, tu dis ça parce que tu as l'impression qu'effectivement, ce genre de personnes Oui. perdent les plus ignorants. Voilà. Et donc finalement, ces gens, les ignorants, à cause de ce genre de discours de trans non-binaire, ne savent plus où placer qui. Et donc finalement, toi, alors que tu es une femme, on peut te dire « Ah, comment tu t'appelles ?» C'est il ou elle. Exactement. Et ça m'est déjà arrivé. Je me suis dit « Mais franchement, mais ouvre les yeux. » Mais non, mais vraiment. Ok, je comprends. Mais ça veut dire quoi pour toi? Parce que, est-ce que tu as l'impression que la communauté LGBT, elle est un peu hypocrite? Je m'explique. Est-ce que tu penses que ce genre de discours que tu as sera bien accepté dans la communauté, alors que c'est une communauté qui se dit et qui se veut tolérante, ouverte? Comment serait reçu le discours que tu as aujourd'hui? Justement, c'est aussi ça que je reproche à la communauté LGBT, c'est qu'elle est tolérante qu'envers les personnes qui ont la même idée et idéologie qu'eux, en fait. C'est ça le problème. C'est que, alors que moi, je peux avoir des points de désaccord avec beaucoup de personnes de la communauté LGBT, mais ça ne m'empêchera pas de parler avec eux ou même d'avoir des amis qui sont plus LGBT ou enfin voilà. Ça ne me dérangera pas. Mais à contrario, c'est moi le cas. Tu les déranges. Je les dérange. Parce que justement, pour eux, j'incarne la personne LGBT que, on va dire que les gens de droite et que les fachos, ils veulent. Alors que... Et qui desserrent leur cause. Selon et voilà, qui desserrent leur cause. Voilà. Parce que du coup, en fait, moi, en soi, je n'ai rien à revendiquer. Je vis ma vie lambda. Enfin, voilà, j'ai pas forcément d'oppression, de problèmes dans la rue ou autre. Enfin, c'est pas une question que je me pose. Donc, tu as un privilège que d'autres n'ont pas. Peut-être. Mais en fait, le problème, c'est que j'en ai parlé beaucoup à beaucoup de personnes LGBT et trans. Je leur ai dit, vous savez, le passing, c'est ultra important dans une transition. Déjà, quand je dis juste ça, on me dit que je suis transphobe. Mais je lui dis, mais c'est vrai, parce que si vous passez bien aux yeux des autres, après, moi, je ne le fais pas forcément pour les yeux des autres, c'est juste parce que moi, pour moi, j'ai toujours eu l'image de la femme trans. La femme, c'est... Enfin voilà, on veut ressembler à une femme, donc on fait tout pour... Mais si on a un bon passing, la vie sera plus simple. T'es plus à l'aise, en fait, dans ta vie. Donc, mais ça, les gens, ils n'arrivent pas à le comprendre parce qu'ils disent qu'en gros, je suis contre le fait que les gens s'acceptent comme ils sont ou autre. Et je leur ai dit non, vous pouvez vous accepter comme vous êtes, faire ce que vous voulez, mais à contrario, il faut accepter que certaines personnes ne puissent pas vous accepter également. Et donc toi, c'est un peu aussi ce que tu dis sur tes réseaux. Oui. Et toi, tu t'affiches comme étant une femme trans qui n'est pas forcément d'accord avec tout ce que la communauté LGBT porte. Et tu assumes aussi être une femme trans qui vote à droite. Oui, tout à fait. Et ça a choqué pas mal de personnes. Et, certains ne comprennent pas comment on peut être une femme trans ou globalement comment on peut appartenir à la communauté LGBT et voter à droite alors que ça serait selon certains plus logique de voter à gauche. Oui. En fait, moi justement, on va dire c'est l'effet inverse. Je ne comprends pas pourquoi du coup les LGBT sont plus à gauche qu'à droite. Je peux comprendre par rapport au fait qu'il y ait, on va dire, la défense des droits des LGBT ou autre. Ok. Mais moi, je me dis, un parti politique où il y a les LGBT et les musulmans et tout ça dans le même parti, pour moi, c'est erreur 404. C'est diamétralement opposé, en fait. Parce que je sais très bien que dans beaucoup de pays musulmans ou du Moyen-Orient, les LGBT, comment ils sont traités, enfin voilà, et que c'est pas forcément accepté par la religion. Donc déjà, juste ça, je ne comprends pas. Sachant qu'en plus de ça, les partis de gauche sont très pro-immigration et que, je suis désolée, mais on va pas se le cacher, la plupart des personnes qui nous agressent dans la rue sont issues de l'immigration, soit sont immigrés, soit descendants d'immigrés, les 3/4 des gens. Et donc voter à droite, c'est pour toi une façon d'être plus tranquille et de se sentir plus sécurisé. Plus logique en fait. Et également,
comme je dis, moi, je suis une personne trans, mais je ne m'identifie pas. Enfin, ma vie ne tourne pas autour de ça. Oui, C'est-à-dire que oui. je me dis, je suis française avant tout. Et pour moi, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté française. Donc, que tu sois noir, gay, trans, enfin, on s'en fout. On est français avant tout. Et en fait, tu peux être comme tu veux. Et c'est pour ça que je me dis... parce que les gens, dans mes lives, souvent, ils me disent tu défends pas les droits LGBT, tu votes pas à gauche, machin. Mais en fait, moi, ce qui m'importe, c'est oui, les droits LGBT, c'est bien, mais c'est que pour les LGBT, c'est minoritaire. Moi, je veux voter pour des droits qui favorisent la communauté française, qui favorisent la majorité. Parce que les 68 millions de Français ne sont pas tous LGBT. Donc, je veux voter pour des réformes qui englobent la plupart de la population française. Et t'as pas peur, du coup, toi, d'avoir ce discours, même sur les réseaux? T'as pas peur que la communauté, peut-être que les plus extrêmes de cette communauté te tombent dessus? T'en veux? Ça change rien, parce que dans tous les cas, en fait, même s'ils m'en veulent, même s'ils peuvent me critiquer ou autre, ça m'empêchera pas de penser comme je veux. Oui, non, c'est vrai. Mais c'est ça, en fait. C'est vrai. C'est que ça changera pas. Tout comme... Mais et encore une fois, on revient aux partis de soi-disant, ils sont tolérants ou autre. Non, ils sont tolérants quand on pense comme eux. Parce que moi, je peux avoir très bien avoir un débat avec une personne qui ne pense pas comme moi. Et au fond, je sais que je ne vais pas essayer de la convaincre parce qu'elle a ses convictions ou autre. Je pourrais exposer mes arguments, mais si elle n'est pas convaincue parce qu'elle a ses convictions, c'est OK, il n'y a aucun souci. Oui, j'ai compris. Ça ne m'empêchera pas de lui parler, enfin voilà. Mais à contrario, moi je sais très bien qu'il y a des gens qui ont dit dans leur story les gens de droite, vous pouvez me bloquer. Ou ce genre de trucs. Je trouve ça tellement gamin et oui, ça coupe la discussion, ça coupe la communication. Vraiment. Au bout d'un moment, c'est qui les plus fascistes des deux, en fait? C'est qui? Ceux qui sont fermés au dialogue ou autre. Donc? Je suis désolée. Donc, les soi-disant bien-pensants de gauche. Donc, la communauté LGBT, selon toi? Une partie. Parce que je sais qu'il y a des personnes LGBT qui ne sont pas... Peyton, j'ai envie de te faire jouer à un dernier petit jeu. Vas-y. Si ça te va. Je te proposer, de tirer ma roue des émotions. Okay. Je vais te l'approcher, je vais tout expliquer, ne bouge pas. Donc, Peyton, je t'explique. En fait, c'est une théorie qui est faite en sociologie et en psychologie. Moi, je l'ai un peu résumée, etc. Mais c'est une vraie théorie qui associe une couleur à une émotion. Okay. J'ai simplifié le tout. En fait, dès que je te le dirai, tu vas pouvoir tirer la roue. Tu vas forcément tomber sur une couleur qui correspond à une émotion. Je te lirai cette émotion, je te dirai cette couleur. Et toi, le but, c'est de me dire instinctivement à quoi cette émotion te renvoie. Ah, mon Dieu. Ok. Est-ce que tu es prête? Vas-y. Je t'en prie, tu peux tirer la roue. Bon, je vais pas dire. Dégoût. Dégoût. À quoi c'était pensé? Au LGBT? Non. Dégoût. C'est horrible ce que je vais dire. Bah, dis-le. Les rues de Paris. Les rues de Paris? Comment ça? Paris, c'est une très belle ville. Voilà, mais je pense que c'est plus que c'était ou c'est plus qu'on essaye de vendre. Et c'est vraiment crade. Mais c'est à cause de quoi? C'est de plus en plus. C'est à cause de qui? Je pense que c'est... je sais pas, c'est peut-être un... Les gens, je pense, de manière générale, les gens en France ne sont pas éduqués au niveau de la propriété. Un truc simple. Moi, je sais que j'ai été élevée. Je sais pas, t'as un chewing-gum, t'as l'emballage de ton chewing-gum. Si t'as pas de poubelle, tu le mets dans ta poche ou dans ton sac jusqu'à trouver une poubelle ou jusqu'à rentrer chez toi. Le nombre de personnes que je vois, même qui fument, qui jettent leur mégot ou autre, je trouve... pour moi, c'est un truc tellement sensé et... je sais pas, les gens qui pissent n'importe comment. Ça me dégoûte. Vraiment, une fois, j'ai vu... Non, mais là, c'était très fort. Un mec, il y avait des toilettes publiques, il pisse sur les toilettes publiques. Je me dis, mais vraiment, il se fout de qui, lui? C'est ça, voilà, c'est ce genre de choses. Des fois, ça me dépasse. Je me dis, waouh. Donc, tu penses qu'on devrait laver plus souvent les rues de Paris ou on devrait éduquer les gens? Franchement, des fois, je ne sais même pas parce que il y a les choses. Mais le problème, c'est que déjà, de base, la police, elle a autre chose à faire que ça. Donc, sinon, faudrait, oui, peut-être avoir une police des mœurs, mais police citoyenne, mais par rapport à ce genre de choses. Mais des fois, même, c'est les parents qui... Des fois, je voyais des enfants. Pareil, une fois, il y avait une mère, je crois, elle sortait de la boulangerie ou je sais plus quoi. Elle avait donné un truc à son fils et il avait l'emballage. Il le garde en main.
Je me suis dit, la mère, elle va prendre l'emballage, le jeter ou machin. Le jeter à la poubelle, ou enfin voilà. Lui, il gardait l'emballage. Elle fait, non, mais laisse. Elle a dit à son fils de le jeter. Mais je me suis dit, mais il faut baffer la mère. Franchement. Tu l'as fait? Non, quand même pas. Parce que toi, t'es éduqué. Oui, voilà, j'habite en Occident et je me comporte comme une personne civilisée. Peyton, merci pour, pour cet échange. De rien. C'était hyper... Enfin, en tout cas, j'ai adoré. J'ai appris pas mal de choses. Et c'est cool aussi, je trouve, de donner la parole à des gens de cette communauté qui n'ont pas forcément un discours militant, qui n'ont pas un discours forcément engagé en faveur de certains droits. C'est bien que ces personnes-là militent, selon moi, et qu'ils soient là, et qu'ils soient aussi une partie de cette communauté. Mais je trouve ça aussi important de donner la parole à des femmes comme toi, tu vois, qui proposent un autre point de vue. Merci. Est-ce que toi, tu as passé un bon moment? Ah oui, agréable moment, j'ai adoré. Ça t'a plu? Oui. Est-ce que tu as pu dire ce que tu voulais ou est-ce qu'il y a un dernier truc que tu aimerais partager? Si c'est le cas, tu peux le dire à ta caméra. Non, je pense que les personnes LGBT qui regarderont cette vidéo, je pense qu'il y en aura beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi. Et c'est OK, mais je pense qu'il ne faut pas forcément rompre le dialogue. Je pense qu'on a le droit à avoir des opinions divergentes. Mais voilà, soyez un peu plus solidaires et ouverts d'esprit comme vous le prétendez. Un petit tac pour terminer. Bon, en tout cas, moi je vous dis merci d'être arrivé jusqu'au bout de ce témoignage. Merci d'avoir écouté Peyton. J'espère que vous la soutenez. Si c'est pas le cas, dites-le en commentaire et dites-nous pourquoi vous ne la soutenez pas. Et n'oubliez pas également de liker ce témoignage, de vous abonner. Et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité et encore plein de choses à partager. Je vous fais des bisous. Ciao et bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, comme vous le souhaitez. Qu'est-ce que vous ressentez?